Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir à Yaoundé. Nous sommes très ravis, une fois de plus, de vous savoir très nombreux de l'autre côté. Bienvenue donc sur le plateau Equinox soir. Je suis Serge Alain Otto pour le décryptage quotidien de l'actualité. Donner un coup d'accélérateur à l'engagement du président de la République de voir la décentralisation franchir un nouveau palier, précise l'exposé des motifs de l'un des deux projets de loi transmis par l'exécutif et jugé recevable par la conférence des présidents de l'Assemblée nationale hier. Ainsi, les deux projets de loi portent sur la modification du code électoral, ainsi que le nombre, la proportion et le régime des indemnités des conseillers régionaux. Ils seront donc au total 900 sur l'ensemble du territoire, chaque région disposant de 90 élus, soit 70 délégués des départements issus des formations politiques contre 20 représentants du commandement traditionnel. Mise en place des conseils régionaux, une autre étape, Madame, Monsieur, franchie, c'est donc l'essentiel de cette première partie Equinox soir, c'est le fait du jour. En place des conseils régionaux, une autre étape franchie. Pour en parler, je suis ce soir en plateau avec Aloïs Parfait-Voum. Bonsoir Aloïs. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox. Bienvenue. Merci. C'est pas tout le temps qu'on reçoit le SDF sur ce plateau. C'est pas de notre faute, ce n'est certainement pas de notre faute, mais nous sommes disposés, nous sommes disponibles. Donc, voilà. Aloïs Parfait-Voum, vous êtes le vice-président du Social Democratic Front. Dans la région du centre. C'est bien. Voilà, bienvenue une fois de plus. Merci. Juste à côté de vous, un habitué, on va le dire comme ça. JPT, Jean-Passion Tchala. Bonsoir. Bonsoir Serge et bonsoir à Aloïs Parfait-Voum, que je trouve avec beaucoup de plaisir, et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV, à tous les Camerounais surtout. Voilà. Je commence avec vous, Aloïs Parfait. Une série de textes sur la décentralisation, comme ça, déposés, c'est la concrétisation d'un discours resté longtemps dans les nuages, abstrait. Ça veut donc dire qu'on a atteint le point de non-retour. Elle est là. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Oui. Pourquoi? Parce que ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps. Ça fait 23 ans, exactement. On dit souvent mieux vaut tard que jamais, non, Louis? Non, mieux vaut tôt que tard. Ou bien mieux vaut à temps que trop tard. C'est le temps plus qu'il y a déjà eu entre 96 et aujourd'hui, il y a eu au moins deux mandats. Donc en principe, celui qui signe ces décrets aujourd'hui ne devrait plus être là. Donc c'est pour vous dire que nous avons accueilli cela comme tous les décrets du Cameroun, ou bien comme toutes les lois du Cameroun, c'est-à-dire avec un vent de mésentente totale au niveau de la classe politique et principalement au niveau du SDF. Parce que vous savez que nous avons notre position, celle du fédéralisme. Donc toutes les lois qui tournent autour de la décentralisation ne nous enchantent pas particulièrement, et ce d'autant plus que la décentralisation a des limites et elle n'a pas été mise en place il y a 23 ans, et aujourd'hui ce qu'on nous donne, ce n'est que les résidus d'une décentralisation. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas particulièrement enthousiasmés par rapport à ce dépôt de projet de loi. Maintenant, est-ce que ça va permettre une décrispation? Peut-être que nous allons y revenir, mais je peux déjà vous dire que sur le principe, nous, STF, nous ne sommes pas particulièrement émus par ce projet de loi. Jean-Passion Tchala, dose homéopathique. Pourquoi je vous ai vu sourire tout à l'heure? C'était par rapport à quand j'écoute Parfait, je le comprends, parce qu'il est dans son rôle d'homme politique.
Et évidemment qu'il va toujours sonner le tocsin quand il s'agit de la longévité aux affaires du président Biya. Donc je le comprends. Mais il dit que 2 mandats... Oui, 2 mandats sont passés, la même personne est toujours là. Et puis les questions d'inertie également sont pendantes. 23 ans, il a raison, c'est beaucoup. Mais pour nous autres, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est nous y sommes. 2 projets de loi sont sur la table des parlementaires. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ces parlementaires vont faire de ce texte, hein? La position du SDF est connue, fédéralisme et autres. Le SDF dit aussi, peut-être que parfait, ou c'est moi qui ai mal perçu la position du SDF, dit aussi qu'il faudrait d'abord résoudre la question de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a des faits ponctuels qui sont là, mais je dis encore qu'avec beaucoup de recul, ce qui est important de savoir ici, c'est est-ce que les parlementaires actuels ont la capacité de toiletter ce texte si jamais nous constatons que dans ce texte, il y a des choses qui ne marcheront pas ou alors qui sont supposées ne pas marcher si les faits qui sont édictés par le gouvernement dans ce document ou dans ces 2 documents peuvent le supposer. Donc, c'est ça qui m'importe. Nous avons un parlement sur le plan de l'obésité qui est aux couleurs du RDPC, dont l'évidence est que le risque majeur, que ça passe comme lettre à la poste, hein, même s'il y a quelques récriminations. Donc j'interpelle ces parlementaires qui sortent un peu de leur discipline du parti et qu'ils pensent à analyser au mieux le texte, à le modifier, l'amender si jamais cela se pose comme situation. Mais comme je remets un peu en cause la capacité à le faire, ils vont parler dans les couloirs, mais quand le texte sera, et il est même déjà sous leurs yeux, chacun va le recevoir, je doute fort qu'il y ait un quelconque changement. Donc les éléments, les faits que vous avez donnés avec les différents chiffres risquent de rester les mêmes au terme de cette session. La loi risque de passer comme lettre à la poste, être adoptée et plus tard promulguée par le chef de l'État. Et c'est là où les acteurs politiques doivent se préparer. Comme ça va passer, je suppose, hein, si ça passe, hein, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous passons le temps à rappeler notre vision, qui est que nous voulons le fédéralisme? Là, je parle du SDF, comme je pourrais parler d'autres chapelles politiques. Hein. Est-ce que nous restons attentifs en nous disant, ben, comme il est encore aux affaires, et que ces 2 projets de loi sont là, et que l'élection régionale est annoncée, nous faisons la politique de la chaise vide. Nous n'y allions pas du tout, parce que nous disons, ça ne va rien donner, ça ne produira aucun fruit. Non. Je pense qu'il faut participer au jeu qui est là. Il faut peut-être dénoncer ce qui est proposé par le gouvernement, si jamais on constate qu'il y a des choses à dénoncer, mais il faut participer. Il ne faut pas être dans l'absentéisme, hein, juste parce qu'on vous fait plaisir à ces militants, ou bien plaisir à une partie de la population qui estime que ce qui est proposé par le régime en place n'est pas bon. Hein. De ce fait, je m'interroge, 900 personnes qui sont appelées à occuper ces postes, à les briguer, c'est bonjour à de nouvelles batailles politiques qui sont internes au régime en place, je suis d'accord, surtout au RDPC, internes également à d'autres partis politiques d'opposition qui vont vouloir briguer ces postes-là. Et puis au niveau des chefferies, dont le commandement traditionnel, des chefferies traditionnelles, il y aura le sentinelle débat de ceux qui aujourd'hui ont pris tous les postes de chef au détriment des pauvres villageois qui sont parfois des héritiers, hein, de façon tacite de ces chefferies-là. La bataille va se poursuivre. La bataille va se poursuivre et à la fin, il faudra interroger donc l'efficacité de notre système de décentralisation à ce niveau-là. C'est bien beau, on ira à ces élections, c'est certain qu'on va y aller, mais est-ce que le mécanisme qui sera mis sur pied, les profils qui vont briguer les différents mandats et qui vont même s'asseoir au niveau de ces conseils régionaux sont à la hauteur de la tâche? C'est là où tout se joue. Est-ce qu'également nous allons tribaliser les régions? Est-ce que ce sera une régionalisation tribale, comme on l'a vu en Éthiopie à un certain moment? Le président éthiopien actuel a décidé de changer un peu cette démarche-là, mais en Éthiopie, c'était un peu le cas où des gens avaient des cartes nationales d'identité qui indiquaient qu'ils sont originaires de telle région et non du pays. Le Cameroun n'est peut-être pas proche de cette façon de faire, mais aujourd'hui, il y a des risques de tribalisation également de cette régionalisation-là. Parce qu'il y a des gens qui pensent à Yaoundé qu'il est mieux de rester chez vous que de venir remplir la capitale ou de remplir la ville de Douala. Restez chez vous, allez construire le chez vous, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans le chez vous. Est-ce que le chez vous, c'est le village d'où je suis originaire? Est-ce que le chez moi, c'est la région d'où je suis originaire? Ou alors le chez moi, c'est le Cameroun tout entier? Parce que si je me retrouve aujourd'hui, je suis originaire du centre, je me trouve à l'extrême nord, est-ce qu'il est temps là-bas, je peux briguer un poste de conseiller régional? Ok.
Serge Bikoy, bonsoir. Bonsoir, Saint-Germain. Voilà, bienvenue, malgré le retard. Hein. Voilà. Journaliste, sociologue en développement, c'est bien cela. Chef service politique, RTS Radio Tchéménie Santo. C'est exact. Voilà. Vous pensez, comme dit Jean-Paul Tiala, qu'il y aura... Ça va passer comme lettre à la poste? Oui, au regard. L'obésité qui caractérise, l'obésité RDPC, qui caractérise cette chambre? Absolument, c'est l'indicateur quantitatif. Il n'y a rien à revoir dans ce texte? Bon, vous savez, il faut toujours tenir compte de l'expérience antérieure, du traitement des projets de loi qui sont toujours déposés à la table des députés. Lorsque vous avez une majorité statistique des députés RDPC qui est considérable, ça montre qu'à ce niveau, bon, généralement, il n'y a pas de débat. Lorsque l'on voit véritablement comment ces projets sont justement analysés, traités et interprétés. C'est la raison pour laquelle on peut entendre se questionner sur la procédure. C'est le questionnement qui a toujours été opéré par rapport aux différents projets de loi qui sont déposés à l'Assemblée nationale. Mais il faut davantage noter que tels que les dés sont déjà présentés, il y a de fortes chances que ce projet de loi passe comme lettre à la poste, parce qu'en réalité, on se rend davantage compte que tout est déjà présenté de façon quantitative au regard des chiffres qui sont présentés. Regardez comment ça a été disposé de façon statistique, à savoir que 90 conseillers régionaux par région et donc 70 qui dépendent justement des délégués départementaux et les 20 qui relèvent du commandement traditionnel. Mais à ce niveau, on peut davantage s'inquiéter parce qu'en réalité, ce sont des chiffres qui ne sont pas davantage conformes aux différents éléments sociologiques que l'on peut davantage constater. Par exemple, le poids démographique, par exemple, la densité de la population. On peut également noter le dynamisme de chaque région. Lorsque l'on jette un regard panoramique ou bien holistique sur les différentes statistiques qui sont davantage présentées en rapport avec les différentes régions, on constate que la région du centre est plus peuplée que... Justement, on n'a pas tenu compte du poids démographique. On est parti sur le principe de l'égalité entre les régions. Oui. Là, ça c'est le principe sur la base théorique qui est davantage mise en vitrine, qui est mise en parallèle. Mais lorsque l'on regarde en rapport avec les chiffres de la population de l'habitat qui sont fournis notamment par l'Institut national de la statistique ou bien les derniers chiffres du recensement de la population de l'habitat, vous constaterez que on ne peut pas mettre les régions sur la base égalitaire ou du moins équitable parce qu'en réalité on connaît quelle est la région la plus peuplée, c'est la région du centre. On connaît quelle est la région la moins peuplée, c'est la région du sud. On ne peut donc pas mettre, par exemple, le sud et le centre sur la même base égalitaire, sachant que, par exemple, la région du centre est constituée de plus de 3,5 millions d'habitants, comparativement à la région du sud qui dispose de 600 000 habitants. Et alors là, vous pensez que les députés peuvent s'appuyer sur ce point-là? C'est même l'élément essentiel. Pour changer quelque chose. C'est l'élément essentiel justement qui devrait faire l'objet de débat à l'Assemblée nationale de manière à rejeter ce projet ou alors à amender ce projet de manière à constater qu'on ne peut pas mettre sur la même base égalitaire le nombre de conseillers régionaux. Quand on dit 90 dans chaque région, ça pose un problème parce qu'en réalité, les régions n'ont pas la même densité de la population, le même poids démographique, le même dynamisme ou encore d'autres considérations sociologiques que l'on peut également mettre en parallèle. Et c'est la raison pour laquelle il faut questionner et battre en brèche cet élément qui est capital, parce qu'en réalité, il ne faut pas mettre sur la même balance des régions. On connaît quelles sont les régions qui sont les plus peuplées sur le plan de la proportion, sur le plan de la démographie, sur le plan de la densité de la population, et c'est sur la base de cela qui sont des indicateurs quantitatifs et qualitatifs en matière de démographie qui devraient davantage être mis en parallèle. Et c'est sur la base de cela que l'on peut davantage voir comment on peut justement choisir tel nombre de conseillers régionaux en fonction de telle région qui dispose d'une catégorie de la population qui est élevée en référence à des chiffres qui ont été publiés il y a quelques années par rapport au recensement de l'habitat et de la population. Ok, Louis Parfumvoum, l'un des principes même de cette décentralisation, c'est on invoque le développement harmonieux des régions. C'est possible, c'est faisable? Je ne sais pas si c'est faisable, je doute. Parce que nous sommes déjà d'ailleurs en pleine décentralisation depuis 23 ans et vous voyez la situation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des crises un peu partout dans ce pays. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est devenu intenable, justement à cause d'une décentralisation mal pensée, à cause
du refus d'avancer du pouvoir, du parti au pouvoir et de ceux qui nous gouvernent. Et là, il y a des blocages à tous les niveaux. Et on se serait attendu à ce que on profite de cette situation pour essayer un autre système politique. Qui est le fédéralisme? Qui est normalement le fédéralisme, parce que jusqu'aujourd'hui, même cette décentralisation, même cette régionalisation, je ne suis pas sûr qu'elle va permettre d'atténuer les crises dans ce pays tous ces jours-ci, notamment, comme je vous ai dit, dans les zones anglophones. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que même le fédéralisme serait accepté aujourd'hui par cela, parce que certains prônent la sécession. On aurait donc dû, ne serait-ce que accélérer au niveau du fédéralisme pour contenter un peu un certain nombre de personnes. Malheureusement, le pouvoir est toujours dans sa fameuse décentralisation, et une décentralisation qui n'a ni tête ni queue. Parce que, comme on vous a, certains l'ont évoqué ici, on parle de 90 conseillers régionaux par région. Oui, conseillers régionaux par région, parmi lesquels 20 du commandement traditionnel. Et vous savez que ces 20 du commandement traditionnel appartiennent tous ou presque au parti au pouvoir. Donc si vous faites 20 fois 10, ça fait déjà 200 qui appartiennent au parti au pouvoir. Ça, c'est déjà une insuffisance. Et en plus de cela, les conseillers municipaux qui sont appelés à voter, les conseillers régionaux, appartiennent pour la plupart au parti au pouvoir. Et on se dirige droit vers un conseil régional à connotation RDPC. Et là, ce n'est pas de nature à décrisper la situation. Cela s'est produit l'an passé avec les sénatoriales, où ils ont eu presque 93 sur 100, donc 93%. À la présidentielle, le seul candidat qui n'a pas fait de campagne électorale, qui n'a pas bougé, qui n'avait pas de programme, on a eu le culot de lui donner 71%, et aujourd'hui on va vers un 100% au niveau des conseils régionaux. Ce n'est pas de nature à décrisper. Le jeu démocratique est faussé. Il est faussé, et malheureusement c'est toujours des signes de blocage de la République. Cette République qui est bloquée un peu partout aujourd'hui. Jean-Paul Santiala, on parle de plus en plus des régionales. On ne parle pas des législatives et municipales. Ouais. Donc pour vous, c'est automatique? Non. Les régionales vont passer avant les municipales? Bah, écoutez, si on a été au quartier, je vous aurais demandé, vous voyez comment hein? C'est bien le camerounisme que vous connaissez. Voilà, justement, Jean-Paul pour être sérieux, disons que je ne sais pas si Parfait veut nous dire que le SDF ne va pas participer à ces joutes électorales-là. Peut-être qu'il va nous en dire davantage tout à l'heure. Mais également... Tu peux nous dire tout de suite. Hein. Bon, ouais, si vous voulez, hein, mais seulement il va grignoter un peu de mon temps. Donc je vous passe la parole, Jean-Paul. Il n'y a pas de souci. Nous avons un NEC samedi. Oui, samedi 23. À Yaoundé. Qui va prendre des grandes décisions par rapport éventuellement à ces élections, parce que nous n'en sommes pas encore là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a quand même des indices qui prouvent que... vous n'allez pas participer? Non, pas qu'on ne va pas participer, mais que on n'est pas prêt à accepter n'importe quelle élection à n'importe quel prix. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand je parle d'indices, c'est que au dernier NEC, le SDF a pris la résolution que tant que les problèmes ne sont pas réglés, non seulement dans les zones anglophones, mais aussi dans l'ensemble du pays, il ne permettra plus l'organisation des élections. Là, je parle du NEC de février 2019. Et au niveau local, puisqu'on parle de fédéralisme, la région du centre, avec son président Emmanuel Tonga, nous sommes en train de prendre aussi des dispositions pour que les choses ne se passent pas comme avant. Et pour cela, nous allons proposer aussi un système de blocage de ces élections, parce que on ne peut pas continuer à accepter que le parti au pouvoir continue à manœuvrer les Camerounais de cette manière. 23 ans que vous n'avez rien organisé, et nous sommes dans une situation de crise généralisée, et vous venez aujourd'hui avec un régionalisme
à la petite semelle et vous dites que qu'on doit l'accepter. Okay. Donc, pour me résumer, oui. Samedi le 23, je pense et je suis convaincu qu'au sortir de cette échéance, le SDF va donner sa position. Mais je vous ai donné quelques indices qui prouvent que voilà. ça ne sera pas on attend le 23, les résolutions. Jean Patient. Doit me dire que le SDF va participer à cette échéance. Je suis sûr qu'au sortir de cette... Vous êtes membre du NEC? Non, non, du tout. Je suis journaliste et je fais quelques analyses. Oui. Je me dis, mon petit doigt, sauf s'il me trompe après, le SDF va participer à cette échéance. On va couper ton petit doigt. Oui, bon, tant mieux, ce n'est pas grave, mais au moins... En tout cas, c'est pour dire que je souhaite que le SDF participe. Ça, c'est mon avis. Je souhaite qu'il y ait bataille électorale. Parce que la politique de la chaise vide, je l'ai dit au début, est un véritable problème. Il faut y être. Il faut y être. Et ils ont les moyens d'y être. Le SDF a les moyens d'y être, tout comme les autres partis peuvent aussi y être. Il ne faut pas avoir peur de cette obésité-là, de cette force de frappe qu'on attribue au RDPC. Il faut participer, c'est ça le jeu démocratique. C'est vrai qu'ils ont le loisir aussi de dire non, on n'ira pas à ces élections. Je suis d'accord avec eux. Mais je pense qu'il est mieux d'y être. Pourquoi il est mieux d'y être? Tous les chefs traditionnels en question ne sont pas tous du RDPC. Il faut commencer à être présent quand même. Hein. Il faut quand même. Attendez, permettez. Il faut quand même. Est-ce que vous avez tous les noms des 200 qui sont tous du RDPC? Je ne sais pas. Hein? Moi, je ne sais pas si vous pouvez nous les donner. Je peux te donner quelques si noms. vous pouvez nous les donner, tant mieux. Les 200. Oui, les 200 qui sont tous du RDPC. Oui, qui sont tous du RDPC, les 200. Hein? Je comprends que on est d'accord que le RDPC occupe vraiment l'espace, le paysage politique avec force et fracas. Ça, personne ne peut le nier. Mais je pense qu'il faut participer. Après l'avoir dit, je crois aussi que ces élections vont se tenir, vous qui parlez du calendrier, en la faveur, encore une fois, du régime en place. Parce que le calendrier électoral, vous le savez, on ne le maîtrise pas. Il est très difficile de le maîtriser. Si on avait eu quelqu'un du RDPC ici, je suis sûr qu'il nous aurait dit que non, le calendrier est connu. Voilà, non, mais vraiment, c'est difficile de connaître le calendrier. C'est en discutant avec certaines personnes dans les couloirs que nous apprenons qu'avril pourrait être peut-être le mois de ces élections, ou alors le mois de mai. Des régionales? Des régionales, t'as dit que c'est... Donc ce qui est sûr, les régionales... On tâtonne. Jean Patient, les régionales passent avant les municipales. Mais tous laissent croire que c'est ce qui va se passer. Okay. Hein, vous voyez, la machine a été mise en branle rapidement, depuis le 20 mars, donc depuis hier, je crois, hein, si je ne me trompe pas sur la date, hein, tout a été mis en branle. Donc ça va se passer bientôt. Ce sera forcément avant les législatives et les municipales. Et évidemment, ça pose problème à l'opposition, je suis d'accord. Mais ce n'est pas qu'à l'opposition que ça pose problème. C'est à tous les Camerounais que ça pose problème. Il s'agit de 900 postes. Quand je dis postes entre guillemets, 900 postes électifs, hein, qui seront là, qui sont à briller. Hein. Et sur les 900, combien de vrais Camerounais prêts à travailler pour une véritable décentralisation vont arriver à ces postes-là? Je vous ai parlé de chefs nationaux, je suis d'accord avec Parfait tout à l'heure, sur le fait que le commandement traditionnel est entre les mains de certaines élites qui sont aux affaires. Hein. Vous vous rappelez de plusieurs événements où des chefferies ont été arrachées à des pauvres villageois qui étaient là et qui sont des héritiers des sangs, hein, de ces chefferies-là, arrachées de force par des nouveaux riches qui sont à Yaoundé, hein, qui sont dans les ministères et autres, qui ont estimé qu'il fallait faire vite. Et d'ailleurs, ces gens, ne maîtrisant pas le calendrier, il y a 5 ans, 6 ans, ont commencé à arracher ces chefferies. Mais ne sachant pas exactement quand est-ce que les élections allaient avoir lieu. Maintenant, les élections sont là. Mais certains chefs sont aussi en prison. Certains chefs sont en prison. Donc, il y a aussi un peu d'espace. Il y a un peu d'espace. Donc, parfait, il faut occuper l'espace. Hein. Il ne faut pas dire que, non, vraiment, comme tout est bloquant. C'est vrai que vous êtes là pour le fédéralisme. Je suis d'accord. Mais donnons quand même la possibilité aux Camerounais de comprendre que le processus actuel peut les aider, hein, à mieux vivre, même si on a des goulots d'étranglement qui sont des conflits en cours. Mais le processus de décentralisation peut nous aider à améliorer notre façon de fonctionner. Ça, c'est certain. Mais j'ai dit, je refusais la tribalisation de cette régionalisation-là. Qu'on ne pense pas qu'à la tête des exécutifs régionaux qu'on retrouve, on est originaire du coin. Mais si on peut avoir sur les 90 des gens, peut-être à 60% ou à 70%, qui sont originaires d'autres régions aussi, qui est ce mélange de ce savant dosage. Mais je voudrais rapidement, si vous me permettez, revenir sur l'égalité des régions. Vraiment, Serge a raison, Serge aimait Bicoy. L'égalité des régions, hein, on n'a pas bien regardé. Est-ce que la région de l'Est, hein, a le même statut sur le plan démographique que la région du centre ou celle de l'extrême nord? Non. Hein. Mais c'est vrai que je peux comprendre de façon symbolique la position du gouvernement qui veut, parce que si le gouvernement avait aussi dit que 60 pour l'Est
10 pour le SLM Nord, 90 pour le centre, on aurait crié AO. Il y aurait eu problème. Hein. Pourquoi ce déséquilibre? Il faut mettre au même niveau. Donc je crois qu'on a voulu mettre au même niveau, au moins de façon théorique, pour que les gens comprennent que toutes les 10 régions sont au même pied d'égalité. Mais ça, c'est sur le symbolique. Mais sur le plan de la praxis et de l'action politique et de l'action économique, hein, et socio-culturelle, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la réalité? Mais je doute fort que les élus actuels aient la capacité de poser le débat au niveau du Parlement. Serge Bikoy, restons sur le schéma qui est en train de se dessiner. Les régionales avant les municipales. Donc on connaît le collège électoral. Les municipales sont organisées après. Et certains sont donc balayés. Quelle légitimité pour ceux qui ont été élus par ceux qui ont été balayés par la suite? C'est pour cela que l'on estime de façon globale que le jeu est a priori biaisé et galvaudé, notamment par le régime en place. Si l'on tient compte d'un ensemble d'éléments relatifs au fait que il faudrait véritablement que les différents acteurs politiques puissent véritablement connaître le calendrier électoral, il n'y aurait aucun problème. Mais dans un contexte où vous n'avez pas une lisibilité ou une traçabilité au niveau du calendrier électoral, on a donc l'impression qu'aujourd'hui, tout est taillé à la mesure du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et alors là, il y a un problème de fond. Parce que on a suivi le discours du chef de l'État à la fin de l'année, le discours adressé à la nation camerounaise. On a vu également un ensemble d'éléments théoriques qui visent davantage à accélérer le processus de décentralisation. Mais aujourd'hui, lorsque l'on constate que on veut davantage organiser les régionales, il y a donc un débat, un jeu qui est biaisé, parce qu'en réalité, on sait que c'est le RDPC qui dispose de la majorité des conseillers municipaux et qui vont systématiquement voter pour le parti au pouvoir. Par conséquent, on va se retrouver également avec des conseillers régionaux qui sont acquis à la cause du RDPC. Et en ce sens, ça pose un problème. Or, rationnellement, si l'on voulait véritablement que les partis politiques compétissent sur la base d'un ensemble de critères éminemment objectifs, ou du moins... Surtout au regard de la présidentielle. En effet. Qui a permis une redistribution, une nouvelle redistribution des cartes. Voilà. On se serait attendu que l'on commençât par les législatives, pour que l'on reconfigure, ou bien même pas les municipales, pour les régionales. Oui, pour que l'on reconfigure la carte politique. Parce que si l'on veut évoluer sur la base, pour rester justement sur le giron égalitaire, il faudrait que l'on organise d'abord les municipales, par la suite les législatives, et enfin les régionales. Parce qu'en réalité, on veut d'abord reconfigurer le kaléidoscope politique camerounais, qui nous permet davantage d'avoir de nouveaux conseillers municipaux, par la suite de nouveaux députés, et enfin les conseillers régionaux. C'est ça qui va permettre de constater que chaque parti politique a véritablement combattu de manière que, a compéti, allais-je dire, de façon que l'on puisse justement avoir un ensemble de forces et de faiblesses des uns et des autres dans l'ensemble des régions camerounaises. Mais lorsqu'aujourd'hui, c'est le RDPC qui est au pouvoir, qui détient le pouvoir politique, qui sait comment orienter et définir, structurer le jeu politique, on voit véritablement que l'actualité aujourd'hui au Parlement camerounais tient davantage du fait qu'il est question aujourd'hui de s'activer tous azimuts dans l'organisation des régionales. Et alors là, le jeu est déjà biaisé et galvaudé. Et alors là, ça pose un problème. Si véritablement le RDP se sent très fort, que l'on organise d'abord les municipales, que l'on organise par la suite les législatives, et que l'on sache véritablement qui est fort, qui est plus fort que qui. Voilà. Mais aujourd'hui, lorsque l'on voit comment on s'active au Parlement, on est parti pour l'organisation des régionales favorable aujourd'hui au RDPC, malheureusement. Voilà, Aloïs Parfumvom, pour vous également, de nouveaux conseillers municipaux, de nouveaux députés, de nouveaux, et enfin, des conseillers régionaux. Non, pour nous, d'abord cet ordre. Pour nous, c'est d'abord la résolution des crises sociales dans le pays. Oui, avant les consultations. Oui, avant les consultations électorales. Oui. Dans un pays normal, c'est comme ça que ça devrait se faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, je voyais encore le bilan dans les zones anglophones où des jeunes, des civils, des soldats étaient tués. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Mais comment est-ce que vous êtes quand même allé à la présidentielle alors que le conflit est couvert, non? Oui, nous sommes allés pour une ou deux raisons. Oui. D'abord, la première raison, c'était de démontrer que nous sommes républicains. Oui. Ça, c'était la première raison et la plus fondamentale.
Parce que, d'un côté, les extrémistes sécessionnistes estimaient que nous ne devrions pas prendre part à ces élections. Et de l'autre, les extrémistes du gouvernement camerounais estimaient que nous sommes de l'autre côté, au niveau, nous sommes des sécessionnistes. Il était question pour nous de montrer à la République que nous sommes dans la République. C'est pour cela que nous sommes allés à ces élections. Et aujourd'hui, nous avons pris l'engagement qu'il va falloir résoudre les problèmes. Et je ne sais pas comment. Quand on parle de 90 conseillers régionaux dans le sud-ouest, 90 dans le nord-ouest, je ne sais pas comment ça va se passer. Et alors les gens décident parce qu'ils veulent toujours rester au pouvoir. Ils ont déjà près de 8000 conseillers municipaux, 93% de sénateurs et avec un mauvais code électoral, un code électoral de tricherie, ils veulent nous entraîner là où ils n'ont pas pu faire pendant 23 ans. C'est-à-dire qu'ils veulent, dans la précipitation, nous dire allons-y, allons-y, allons-y. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le discours de JPT qui estime que oui, tout est mauvais, mais. Et c'est un discours camerounais. Oui, oui, mais. Il faut arrêter ça à un moment donné. La situation est grave, elle est gravissime. Il faut que la République s'arrête, qu'on se pose les vraies questions et on se demande où est-ce qu'on va. Parce que l'essentiel n'est pas d'aller aux élections ou bien d'avoir une majorité comme celle-là. Mais pour quelle efficacité? Même les conseillers municipaux qu'on a élus frauduleusement en 2013, quelle est leur rentabilité? Les sénateurs qu'on a élus, quelle est leur rentabilité? Le président de la République qu'on vient d'élire, il est pratiquement porté disparu. Vous imaginez, quand je dis porté disparu, on ne le voit pas dans l'action, on ne le voit pas au travail. Maintenant, on veut mettre 900 conseillers régionaux qui ne vont rien faire et le Cameroun va continuer à s'embourber. Il faut se poser des vraies questions. Et vous avez des problèmes politiques. On arrête des gens, on embastille d'autres. J'ai vu une journaliste qu'on a traînée dans la boue ce matin et l'enfermer dans un commissariat à Yaoundé. Notre concert de voilà. mutation. Le pays est bloqué. Et il ne s'agit pas d'aller aux élections pour les élections. Et c'est de cela qu'il est question. Et Jean Passion. Alors que parfait sur ce plateau, c'est que en parlant du cas de la consoeur qui a été interpellée ce matin, c'est que je suis désolé pour Parfait, mais cette volonté de toujours grossir les faits. J'ai vu un autre confrère qui est à l'extérieur du pays qui a dit qu'elle a été molestée, bastonnée. Mais écoutez, je suis du SNJC, et je suis le secrétaire général de la région centre de ce syndicat-là. Elle n'a jamais été bastonnée. Elle a été privée au moins. Laissez-moi parler. Elle n'a jamais, écoutez, elle n'a jamais été bastonnée ni molestée. Hein? Nous étions sur le terrain aujourd'hui. Nous sommes allés jusqu'à travailler pour sa libération. Elle n'a jamais été molestée. Il y avait Rafla Laïkounou. Et des policiers sont entrés chez elle, ont demandé à perquisitionner son domicile, et elle a dit, présentez votre mandat d'arrêt. Et puis on l'a interpellé, mais vous demandez mandat d'arrêt, et puis on l'a mené au commissariat, écoute-nous. Et là-bas, la presse qui a débarqué de ce côté-là, je ne sais pas qui peut dire là-bas qu'elle a été molestée. Non, c'est impossible. Non, évitez de grossir les faits. Non, je refuse ça, parce que j'aime pas dire. Non, qu'est-ce que vous appelez cette situation agréable? Non, vraiment. Vous savez pourquoi j'insiste dessus? Parce que ça pose un réel problème. Parce que même, il y a des confrères à l'extérieur du pays qui ont répété le même refrain. Hein, et qui sont dans une logique où le Cameroun doit être totalement dans l'obscurité. Hein, tout ce qui est fait est négatif, n'est pas bon. Non, allons sur la base des faits. Voilà un fait. Hein. Ma consoeur n'a pas été molestée, ni bastonnée. Hein, du tout. Elle a été libérée après que le SNJC est intervenu. Passons là. Maintenant, sur ce que dit Parfait, je répète que j'espère qu'après l'élection régionale, il ne reviendra pas ici vous dire les raisons pour lesquelles le SDF a participé. J'espère bien. Non, je n'ai pas dit, s'il te plaît, je n'ai pas dit sur ce plateau, que je n'ai même pas autorité pour dire sur ce plateau que le SDF ne participera pas aux élections. J'ai dit, on attend le NEC de samedi, mais il y a des éléments, et si ça dépendait uniquement de moi et d'un avis personnel, on prendrait des mesures assez fortes et courageuses pour que ces élections n'aient pas lieu. Alors, je n'ai pas dit le contraire, du tout, j'ai pas dit le contraire, si je me suis bien fait comprendre, j'ai pas dit le contraire. Il vous a juste expliqué pourquoi ils ont participé à la présidentielle en 2018. Je dis, j'espère qu'après les régionales, il ne reviendra pas expliquer pourquoi le SDF a participé aux régionales. Hein. Pour revenir à mon argumentaire principiel, il faut y être.
Il faut y être. Il faut construire ce pays. Et on le construit comment? En participant. Qu'on aime les gens qui sont là aux affaires ou pas, participons. Et que fait le SDF? Il dénonce le code électoral. Oui, on va pas demeurer là, passer de la vie à dénoncer. C'est aussi l'un des problèmes. Il faut dénoncer, mais on va pas passer le temps uniquement à dénoncer. Pendant qu'on dénonce, qu'est-ce qu'on fait? Si on se retourne maintenant vers le SDF en disant, dans le cas de la crise du Nord-Ouest, Sud-Ouest, qu'avez-vous fait? Ils vont nous dire, comme les autres le disent souvent, non, c'est pas nous qui sommes aux affaires. Non, on va vous dire ce qu'on a fait. Voilà, d'accord. D'accord. Non, mais écoutez, laissez-moi m'exprimer, monsieur Parfait. Non, juste, quand vous parlez, je vous stoppe pas. Laissez-moi m'exprimer. Supportez mes idées, et je ne suis pas en train de m'attaquer au SDF, je suis en train de parler des faits et de me questionner sur ce à quoi les Camerounais devraient s'attendre par rapport à ce qui est fait. Moi, j'ai un regard un peu avec beaucoup de recul. Quand il s'agit de parler du régime, je vais vous dire que ici, ça a été mal fait. Effectivement, je vous ai dit tantôt que ce qui se prépare, c'est une lettre à la poste qui va voler et qui va se retrouver dans les mois à venir transformée en élection. Il y aura élection. Certainement avant les législatives et les municipales. Ce qui est un problème, effectivement, pour les acteurs politiques. Il y a des mouvements comme le mouvement 119-300 qui se préparent le terrain, qui travaillent à participer aux élections législatives et municipales. C'est des jeunes. Je me demande bien si, avec les régionales qui vont passer avant, ils auront encore la capacité, cette mouvance-là, cette envie de donner du leur pendant les élections qui auront lieu par après. Donc, c'est un problème. Même sur le plan psychologique, ça peut atteindre les acteurs politiques qui vont se dire, mais encore, c'est perdu d'avance. Mais je dis aussi, je pense humblement, que rien n'est perdu d'avance. Rien n'est perdu. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont arrivés comment? Les autres vont aussi arriver un beau jour. Mais il faut travailler pour la République. Il ne faut pas travailler seulement à dénoncer et à grossir les faits. Il faut travailler, il faut être présent. Donc, ces élections-là, je ne vais pas dire qu'elles sont importantes. Mais si on regarde la Constitution, oui, elles sont importantes parce qu'on est dans un processus d'implémentation de ce que nous-mêmes on a voulu depuis 1996. Certes, on peut dénoncer la lenteur du processus, mais je me dis aussi que le président de la République a certainement son temps à lui. Les théoriciens de son temps ne sont pas là, mais il a son temps à lui souvent. Mais ce temps nous fait problème aussi, parce que le peuple veut que ça avance, que ça pousse plus vite, que ce soit plus rapide, et qu'on ait les fruits de ces actions-là. Parce que quand ça tire en longueur, à l'usure, on a l'impression que nous faisons du surplace et que nous sommes dans la gadoue, nous pataugeons et le pays n'avance pas. Ok, Serge Bikoy, voilà une autre consultation qui va se tenir dans un contexte, où on a dit, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, toujours dans la crise. Oui, toujours dans la crise prévaut. Comment ça va se passer là-bas? Parce qu'on a vu les conseillers municipaux être transportés pour aller voter, ceux du Sud-Ouest aller voter dans l'Ouest. Oui, c'est ce qui a été constaté lors des élections sénatoriales. C'est une belle image. Même que lors de la présidentielle du 7 octobre 2018. Ce n'est pas une belle image parce que ça montre qu'il y a toujours les signes de crise qui prévalent dans ces deux régions, le nord et le sud-ouest en l'occurrence. Et aujourd'hui, il y a toujours cette crainte qui est présentée. Si l'on n'arrive pas davantage à tenir compte d'un ensemble de prédispositions en termes d'invariants, permettant davantage de légitimer les élections qui doivent se dérouler dans ces deux régions-là, ça pose un problème. C'est pour cela qu'il y a eu, même lors des élections sénatoriales, même que lors de la présidentielle, un ensemble d'insuffisances. Si l'on n'arrive pas aujourd'hui à atteindre le nombre sur le plan statistique de ceux qui devraient voter dans le nord-ouest, même que dans le sud-ouest, on ne peut pas davantage considérer que le vote s'est réellement passé là-bas. Si l'on tient compte des élections antérieures qui se sont déroulées et en comparaison avec les chiffres qui avaient été présentés. Et alors là, ça montre que la crise a un impact systématique sur le déroulement des élections. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on ne va jamais cesser de le dire, il est question de travailler à ce que l'on puisse régler systématiquement la crise dans les régions nord et du sud-ouest. Parce que si jusqu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à le faire, ça veut dire qu'on est parti pour le même procédé qui avait été observé lors des sénatoriales, de même que lors de la présidentielle. Et alors là, il y aura toujours ce questionnement que l'on va davantage observer ou bien présenter par rapport aux différents chiffres qui ont davantage été en faveur de tel parti politique ou de tel autre. Moi, je pense que c'est un problème de forme. Mais au-delà de cela, je pense qu'il y a également notre débat qui doit être évoqué à l'Assemblée nationale. On ne va également pas cesser de le dire, à savoir le débat portant sur le code électoral. Oui. Il y a des éléments sur lesquels on doit s'appesantir de manière que l'on puisse nettoyer
le code électoral. Je me souviens que nous avons fait une émission à Douala lorsque l'on parlait justement de l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce débat n'est pas encore exposé. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a deux débats qui doivent être posés, à savoir celui portant sur l'élection des conseils régionaux et celui sur le code électoral. Donc il y a ça, il y a l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans, il y a le bulletin de vote unique, il y a également le scrutin présidentiel à 2 tours. Il y a même le débat portant même sur le statut de ceux qui doivent statuer, superviser, contrôler le processus électoral. Le ELECAM en l'occurrence. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ELECAM dont les membres sont idéologiquement et politiquement marqués. Vous savez bien que au sein de l'organe ELECAM, au sein du conseil électoral de ELECAM, il y a au moins 3 ou 4 membres qui sont affiliés politiquement au RDPC. Dorothy Ndiema, Cécile Bomban-Kolo, entre autres. Donc ça pose un problème. On a donc l'impression que... Ils n'ont pas démissionné? Pas encore. Du moins jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous sommes en train de faire cette émission. On a également le même débat sur le Conseil constitutionnel. Le débat qui avait été posé lors du contentieux post-électoral, où l'on avait constaté qu'au moins 5 membres sont affiliés au RDPC. Ça pose toujours un problème. Donc on ne peut pas aller aux élections avec des organes qui sont politiquement et idéologiquement marqués, que ce soit au niveau du Conseil constitutionnel qui va publier les résultats, que ce soit au niveau de l'organe électoral en charge de superviser ce processus. Et alors là, on a donc l'impression qu'on va encore revenir avec les mêmes dysfonctionnements électoraux qui seront posés en termes d'irrégularité, en termes d'insuffisance. Mais on reviendra in fine pour valider ces élections, alors qu'en réalité, voilà les débats sérieux qui devraient être posés au Parlement camerounais. Mais comme on a donc un Parlement obèse, qui dépend de l'exécutif, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette dépendance des pouvoirs, il n'y a pas la dépendance du législatif vis-à-vis de l'exécutif. Vous constaterez que avant qu'il y ait la validation ou bien l'accréditation d'un projet de loi, il faut d'abord requérir l'onction du président national du RDPC qui va justement statuer là-dessus de manière à valider ou pas. Donc ça pose un problème. On a donc l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est fait au sein du Parlement n'est qu'une forme de mise en scène qui participe de la théâtralisation que nous allons vivre également lors des élections. Et les acteurs politiques reviendront toujours se l'arborer et en constatant ces irrégularités qui seront toujours exposées. Ok. Aloïs Parfum, votre candidat Joshua Nabangui aussi, devant le Conseil constitutionnel, a évoqué le fait que les électeurs potentiels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'avaient véritablement pas participé à la présidentielle. D'où le score médiocre qu'il a obtenu là-bas. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous continue de vous hanter au point de dire qu'il faut absolument d'abord résoudre le problème qui se pose là-bas? Non. Ça joue sur votre électorat, ça continue de jouer. Ce qu'a dit le candidat Joshua aussi ne souffre d'aucune contestation, c'est vrai, oui. Mais ce n'est certainement pas pour cela que on a eu ce résultat. C'est par rapport à plusieurs facteurs. C'est l'un des facteurs, évidemment. Oui. Maintenant, il était important que je revienne un tout petit peu sur ce qu'a dit JPT pour que on n'ait pas l'impression que j'ai laissé passer quelque chose. Okay. Parce que lorsqu'il dit que le SDF n'a rien fait pour la crise anglophone, par rapport à la crise anglophone, il y a un problème. Nous avons pris des positions publiques, nous avons fait des manifestations, nos députés et nos députés dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, nous sommes même allés jusqu'à défiler torse nu devant la République, ici au boulevard du 20 mai, pour dénoncer ces atrocités dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le chairman John Frundi, en direct de la télévision nationale, a demandé à M. Biya de se rendre de ce côté. Donc, on s'est battu et on continue à se battre pour que la crise anglophone, dans les zones anglophones, s'arrête. Mais en face de nous, on a un pouvoir arrogant. Et c'est dans cette arrogance qu'on nous demande d'aller quand même participer à ces élections. Nous ne sommes pas aux Jeux Olympiques où l'essentiel c'est de participer. Il y a tout un cadrage électoral. Vous pouvez perdre une élection. Vous dites, ok, nous avons perdu. Mais il faudrait qu'il y ait un minimum de décence électorale. C'est-à-dire, quelqu'un l'a évoqué, Serge Aimé Bikoy, le code électoral. Il est l'un des plus mauvais dans le monde.
nous l'avons dit, ceux qui, et les CAM, on le conteste, le contenu même du code électoral, le bulletin unique, et puis il y a la crispation au sein de la nation. Vous allez ici à la poste centrale, vous voyez comment des gens montent, descendent, vous ne savez pas ce qu'ils cherchent. Tout le monde est nerveux, tout le monde est en train de se demander de quoi demain sera fait. Et puis, il y a des hommes qui nous disent, ok, allez-y, allons aux élections. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Et la preuve aujourd'hui, on a une décentralisation. On a le transfert des compétences. L'autre jour, le Premier ministre a parlé d'une dotation de 49 milliards. Mais c'est insignifiant. Ça représente à peu près 0,3%. Maintenant, la dotation pour les régions sera de combien? Elle n'est même pas fixée dans le texte. Et tout cela, pourquoi? Parce que le pouvoir appartient à un homme. Or, justement, la décentralisation ou le fédéralisme, c'est pour libérer les énergies, permettre au pouvoir central de donner le pouvoir au niveau périphérique. Et de telle sorte que quelqu'un qui est à Yokadouma se sente concerné par les affaires de sa localité. Et que ceux-là, ils sont élus, ceux qui sont à Yokadouma sont élus par le peuple local, ceux qui sont dans le nord-ouest, élus par ceux du nord-ouest. Mais toutes les décisions qui viennent à Yaoundé, et même dans cette régionalisation, l'intérêt, parce que dans l'un des articles, on dit que le président va fixer les indemnités. Vous comprenez, de cession. Or, ce n'est pas l'esprit et la philosophie de la décentralisation poussée. C'est pour ça que nous, au SDF, nous avons parlé d'un fédéralisme qui ne dépend pas d'un homme, mais qui est du pouvoir central, mais qui est constitutionnel. On dit dans la région du Sud, voilà, il y a une constitution locale, il y a la rentabilité économique revient aux populations de cette zone, et puis il y a quelques péréquations au niveau national. C'est de cela qu'il est question, et non le blabla dans lequel nous entraîne le pouvoir et quelques affidés qui aujourd'hui occupent l'espace pour nous dire allons-y. Nous n'envoyons pas le SDF au casse-pipe. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Parfait plus nerveux même que les gens qui vont nerveux dans les rues de la capitale. Non, il ne faut pas vous énerver. Je ne suis pas nerveux. Dans ce pays, on n'est pas là pour s'énerver. Si je suis en colère, c'est une colère saine. Oui. Parce que d'ailleurs, tout le monde doit être nerveux. Oui, le pays va mal. Bon, ça je vous le concède. Oui, mais en réalité, j'ai cru lire également que, en parlant d'indemnité, hein, que 7 milliards en principe seront mis à disposition pour ces régions, 5 milliards pour les indemnités, soit de frais de cession, soit de frais de mission des membres des conseils régionaux, et puis 2 milliards pour le fonctionnement. Je m'abreuve là la source du ministère qui est la tutelle de ce processus-là. Oui. Donc, il y a quand même des chiffres qui sont évoqués dans ce projet de loi. Il y a des chiffres. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est bête. Vision. Maintenant, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Jean-Patient Tchala, Aloïs Parfum-Vom et Serge Bikoy. Serge Bikoy, vous avez regardé avec nous ce phénomène de rapt qui tend à s'institutionnaliser, entre guillemets, dans les régions nord-ouest et sud-ouest. On a eu, il y a 2 jours, le rapt de l'entraîneur Doumbé Bosso. Il a été pris le matin, il a été libéré le soir, et le lendemain, ce sont 15 étudiants de l'équipe de football de UBI, Université de Bouya, qui ont été enlevés. Jusqu'aujourd'hui, pas de nouvelles. Ça se porte bien, le rapt là-bas? C'est une semaine d'enfer qui est vécue dans la région du sud-ouest Cameroun. Ça montre la problématique insécuritaire qui est de mise et qui traduit une flopée de cas d'insécurité qui est en aide de réjouissance, et ça pose un problème de forme. On a l'impression qu'il y a un certain relâchement de l'appareil sécuritaire qui ne travaille pas davantage à endiguer ces différentes passerelles insécurité que l'on peut davantage noter dans cette région-là, parce que on ne peut pas comprendre. Dans la foulée, il y a aussi un ancien membre du gouvernement qui a été enlevé. Hein. Oui, cette fois-là, c'était à Bamenda. Bon, oui. On peut quand même noter, on peut tout de même noter qu'il y a au moins
3 ou 4 cas, voire 5 cas qui se sont produits, notamment dans ces zones-là, et ça traduit ces dirigeants de la crise sécuritaire qui se pose avec acuité. Et aujourd'hui, ça montre véritablement que la pieuvre terroriste, la pieuvre sécessionniste, ne veut pas lâcher prise. Parce qu'en réalité, de temps en temps, on a l'impression qu'il y a des signes d'accalmie, alors que ce sont des moments de tiédeur ou bien de somnolence qui peuvent davantage traduire quelques mécanismes d'action, mais des stratégies que l'on peut davantage noter. Parce qu'il faut relever que nous sommes là dans la dynamique de l'acteur et le système. C'est-à-dire que le système aura beau présenter un ensemble de normes, de règles, voire de principes pour justement traquer jusqu'au dernier retranchement les différents acteurs de cette hydre terroriste ou bien sécessionniste. Mais vous allez constater que des acteurs ont des mécanismes de contournement de la norme, à tel point que l'on peut davantage aboutir aujourd'hui à la traque d'un ensemble de personnes. La singularité ici à ce niveau, c'est que ça se différencie d'un ensemble d'actes qui ont été produits durant les mois antérieurs. Aujourd'hui, c'est la première fois que un acteur de la scène footballistique soit justement confronté à cela. Emmanuel Nobel Bosso, vous avez fort opportunément relevé cet aspect-là. Et aujourd'hui, il y a également les 15 footballeurs qui ont été également kidnappés. Donc ça montre que maintenant on touche dans le domaine du sport. Vous savez que le sport, dans l'imagerie collective, c'est quelque chose qui est beaucoup plus apprécié. Et à partir du moment où le sport draine des foules, le football en l'occurrence draine des foules, il est fort probable que dans les tout prochains jours, que l'on continue justement à voir, c'est ce qu'on ne le souhaite pas, hein, mais tel que les stratégies sont davantage diligentées, on a l'impression qu'aujourd'hui, à partir du moment où le sport, en l'occurrence le football, draine des foules, et par conséquent, il y a une flopée de rassemblements, il est fort possible que l'on puisse justement attaquer non seulement les acteurs du football, mais bien plus les spectateurs. Parce qu'aujourd'hui, si on a attaqué l'entraîneur, Emmanuel Nobel Bosso, de même que l'équipe de football, ça vous montre que peut-être dans les tout prochains jours, si l'on y prend garde, et c'est pour cela qu'il faut davantage attirer l'attention de l'appareil sécuritaire, si l'on y prend garde, ce sont maintenant des spectateurs qui seront traqués. Et ça risque de poser trop de problèmes. Donc je pense qu'à ce niveau, il est question de trouver des mesures préventives pour voir comment ça peut plus se reproduire, notamment dans les milieux du sport roi. Parce que l'entraîneur, l'équipe de football... C'est souvent qu'on ne va pas mettre un gendarme derrière chaque Cameroun. Là, cela est vrai, mais je pense quand même que ceux qui ont travaillé sur des questions du jeu stratégie maîtrisent un ensemble de centres d'intérêt, un ensemble de mécanismes d'action leur permettant davantage de savoir à quel niveau on peut prévoir tel écueil, tel danger, ou bien tel risque et péril. Et ce sont ceux-là qui devraient travailler de manière que l'on puisse justement épargner les populations, de même que d'autres différents acteurs, d'un ensemble de problèmes en matière de sécurité. Ok, Aloïs Parfumboum, on connaît la chanson, il n'y a pas eu de paiement de rançon. Donc, on enlève pour rien. Il faut d'abord noter que ces rap... Ou bien ce sont des instructions. Il faut d'abord rappeler que ces rap ne sont pas uniquement dans cette zone anglophone. Oui. On les retrouve aussi dans la Damawa, tous ces jours-ci. Il faut aussi dire qu'il y a plusieurs formes de rap. Vous avez suivi qu'il y a eu rap d'une journaliste ce matin à Yaoundé, n'en déplaise à notre frère de... Non, lorsque le lieu est connu, il y a des ça rap. Non, il y a des formes, il y a eu des raps même des hommes politiques, de nos collègues politiques. On a pris, on les a envoyés, on les a ramenés comme des animaux loin de leur lieu de résidence. C'est pour dire qu'il y a plusieurs formes de rap, selon que ils sont opérés par les sécessionnistes, ou alors, et encore que il y a des thèses qui laissent croire que parfois ce n'est pas là où on croit qu'il y a eu, que ce sont des auteurs de ces raps. Parfois on a l'impression que c'est ailleurs. Maintenant il y a aussi des enlèvements des hommes par des forces qui sont supposées être les forces de l'ordre et qui les amènent parfois à des destinations inconnues. Maintenant le deuxième point, c'est que cette situation nous prouve que la guerre n'est pas terminée dans cette zone, que les mesures qui ont été prises par le pouvoir
n'ont pas toujours été les bonnes mesures, notamment le DDR. Oui, c'est un DDR. Oui, le DDR, ces commissions de bilinguisme et toutes ces mesures dont on disait qu'elles se contribueraient, n'est-ce pas, à la résolution de la crise, elles n'ont pas été efficaces jusqu'à nos jours. Il faut donc repenser des solutions claires, lisibles dans ces zones pour que ces phénomènes s'arrêtent. Donc je pense que ça confirme une fois de plus ce que nous disions en première partie, c'est-à-dire la situation n'est pas des plus joviales de ce côté et qu'il va falloir redoubler d'ardeur et surtout, que les gens s'asseyent enfin pour régler ce problème dans cette zone. Faute de quoi? Parce que vous avez parlé, au journal on a parlé de 15 joueurs, mais pendant qu'ils étaient en train d'avancer, ils ont encore récupéré près de 80 autres personnes. Ils sont partis. Et hier, vous avez parlé de l'entraîneur Ndoumbe Bosso. Bien avant cela, il y a eu un ancien ministre. Donc ça n'épargne plus personne. Et c'est le moment pour une conscience collective. Ok. Jean-Paul Siantala, pour ces personnes-là, ils ont intérêt à ce que le conflit soit résolu? Mais évidemment, pour les populations, c'est pas facile de vivre ce genre de situation. Je voudrais partager la peine des parents de ces jeunes, pour dire aussi que nous ne sommes pas fiers de ce qui se déroule. Et nous refusons également la démagogie de certains acteurs politiques qui semblent devenir des linguistes du jeudi ou du vendredi pour définir le rapt. Chacun à sa manière, le rapt, parce qu'il y a trop de confusion. Le plus important, c'est qu'on soit dans la douleur, de voir qu'il y a des compatriotes qui sont enlevés pour une raison que ceux qui sont auteurs de ces rapts ne disent pas de façon foncière, parce qu'il faut quand même indiquer qu'il y a des rapts que la presse peut relayer, il y a des faits qui sont relayés par la presse, il y a d'autres qui ne sont pas relayés. Il y a certainement d'autres personnes qui souffrent de ces enlèvements dans ces régions-là et dont on ne parle pas. Les incognitos ou Camerounais lambda dans la région de la Damawa qui sont enlevés, on ne fait pas trop de ramdam dessus. Pourtant, c'est des Camerounais comme d'ailleurs ces jeunes étudiants. Et au même titre, ça avait beaucoup de peine que nous vivons ce genre de situation. Donc, on peut interpeller ceux qui sont en charge de la sécurité de faire encore mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Parce que la facilité avec laquelle ces enlèvements sont faits, elle me pose quand même un certain problème, et un sérieux problème. Parce que ça ne peut pas s'enchaîner sur une semaine, une telle vague, et on ne fait rien. Et puis on trouve normal que ce soit répété dans les journaux, à la télévision, à la radio, dans les colonnes de la presse écrite. Et on n'entend pas la réponse qui vient des autorités, parce que dès que vous parlez d'un fait lundi, mardi il y a un autre, mercredi il y a un autre, nous sommes jeudi, il y a un autre, demain vendredi peut-être qu'il y aura encore un autre. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de laisser-aller. Même si le gouvernement nous rassure à chaque fois qu'il y a des sorties des gouverneurs, des ministres et autres, que sur le terrain, il y a un maillage sécuritaire qui a été mis sur pied, mais il faut qu'ils fassent l'effort, qu'on n'ait plus l'arrière-goût, que quelque chose ne va pas réellement, qu'ils ne sont pas en train de faire suffisamment ce qu'il faut pour qu'on sorte de là. Ils refusent également que ce soit un problème politique. Beaucoup ont dit non, c'est pas un problème politique, il faut aller regarder dans l'histoire, machin. Mais aujourd'hui, la jeunesse qui regarde tout ce théâtre-là se pose bien des questions. Quand ceux qui sont aux affaires partiront, ça arrivera un jour, quand ils partiront, qu'est-ce que les jeunes vont faire de ce pays? Le président Biya a rappelé encore il y a quelques jours dans l'un de ses récents discours que les jeunes, c'est vous qui allez gérer le Cameroun de demain. Venez participer aux jeux politiques, engagez-vous. Il a dit, mais en le disant, c'est une interpellation vis-à-vis de cette jeunesse-là. Mais je dis aussi au président, mais quand cette jeunesse regarde la situation, elle s'interroge. Quel est le Cameroun que vous allez nous léguer? Celui des conflits, celui de la vie chère, celui du quotidien difficile, lequel va-t-on nous léguer aujourd'hui? Donc, à ce niveau, je prends un air un peu de gravité, parce que je pense qu'il faut partager la douleur de ces familles. 15 jeunes qui sont enlevés et dont on n'a pas de nouvelles jusqu'à cette heure-ci. Je pense qu'il faut quand même écraser une larme. Serge Mebikoy, les ravisseurs demandent du rançon à l'université de Buea. Payer cette rançon, ce serait
les encourager? Est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Oui, on constate véritablement que si l'on souscrit à la logique des ravisseurs, ça montre qu'on souscrit là à une approche fonctionnelle qui consiste davantage à légitimer ou bien à accréditer les rapts. Et ça pose un problème. C'est pour cela que il faut véritablement... Comment faire donc face à cette situation? Non, moi je Sur pense... la rançon, le phénomène de paiement de rançon. Moi je pense qu'à ce niveau... Faut-il payer ou non les rançons? C'est une question qui est difficile à répondre. Vous savez, si vous répondez par l'affirmative, on aura l'impression que, oui, vous êtes dans la dynamique de légitimation d'un problème qui se pose avec acuité. Et là, ça pose un problème. Moi, je pense que il y a des mesures qu'il faut davantage déterminer. Moi, je ne suis pas d'accord pour le paiement des rançons. Je ne sais pas, parce que vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé lorsque Boko Haram défrayait la chronique et lorsque Boko Haram exerçait justement ces formes de violence sur les différentes populations septentrionales. Moi, je pense que il y avait tout un entourage, tout un environnement de construction des enlèvements et du paiement des rançons. Souvenez-vous de ce qui s'était passé justement lors de l'enlèvement d'un ensemble de personnalités. Il y avait les attaques qui avaient été diligentées contre Amadou Ali, entre autres. On avait l'impression qu'il y avait tout un environnement qui était créé pour scénariser justement le rap de certaines personnes et payer plus tard des rançons. C'était comme une forme de business qui avait été alimentée. Est-ce qu'aujourd'hui, si on commence à payer les rançons, ça ne risque pas justement de créer l'industrie du crime, l'industrie du sécessionnisme, au point où on va se retrouver en train de payer de façon régulière, de façon récurrente ces rançons-là? Moi, je pense qu'il faut faire attention. Il n'est pas question de montrer comment on peut davantage présenter les Lorsque vous avez un parent qui est kidnappé, qu'est-ce que vous faites? Si l'on a un parent qui est kidnappé, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut qu'on vous demande de payer une rançon. Il faut s'en tenir aux autorités. Ce sont des autorités aujourd'hui qui ont la pleine mesure de voir comment on peut justement lutter contre ce phénomène. C'est vrai que nous sommes des acteurs extérieurs. On ne suit que ce qui se passe dans telle zone, bien dans telle autre zone. Mais maintenant, ce sont des autorités qui sont sur le terrain et qui savent comment on peut justement localiser ou bien polariser un ensemble de fiefs, directs ou indirects, du sécessionnisme. Et en ce sens, je pense que l'appareil sécuritaire doit davantage veiller au gré de manière que l'on puisse activer davantage le lien du renseignement, activer davantage le levier de la prévention, parce qu'il ne faut pas toujours qu'on soit surpris par tel acte ou bien tel autre acte qui se produit. Demain, on va se réveiller, on va se retrouver en train de constater également d'autres cas qui se produisent. C'est comme si aujourd'hui, il y a un relâchement de l'appareil sécuritaire à tel enseigne qu'aujourd'hui, c'est finalement le peuple qui est meurtri. Ok, je reste sur la question. Je vais avoir les avis des uns et des autres. Pour vous, Aloïs Parfum, vous payez les rançons, c'est encourager l'industrie du rap? D'abord, il faut tout faire pour ne pas arriver à ces situations. Et quand ça arrive, on fait comment? Il faut d'abord tout faire. Et ceux qui nous ont entraînés... Vous regardez, c'est là, lorsque... Non, ceux qui nous ont... Pour les étudiants, ils étaient en pleine séance d'entraînement. Non, ça ce n'est que la conséquence. Oui. Mais ceux qui nous ont entraînés dans cette guerre, dans cette mauvaise situation, ils sont d'abord responsables. Ceux à qui on a demandé de dialoguer, de discuter, mais qui ont accepté d'envoyer des gens en prison, leurs interlocuteurs en prison. C'est eux d'abord les responsables. Donc, il ne faut pas mettre ça par perte et profit pour dire, ok, c'est comme si c'était une génération, une affaire spontanée. Il y a eu un processus de désintégration sociale à ce niveau. Maintenant, quand on a reconnu les torts, notamment ceux qui nous dirigent, s'ils ont reconnu les torts, on voit dès lors comment faire pour d'abord stopper cette situation. Et c'est pour cela que tout le monde, parce que ça ne va pas s'arrêter. Si on continue, on va faire plusieurs débats. D'ailleurs, le gouvernement n'en parle même plus. Il y a eu des raps à gauche, on n'en parle plus. Mais, de façon générale, les gouvernements ont toujours payé les rançons. Même en Europe. Ils ne le disent pas. On a vu les fourniers être enlevés ici. Ce n'est pas gratuitement qu'on est venu les remettre. Il y a eu des transactions. On a vu la femme du ministre Ali. Aujourd'hui, il y a un ancien ministre, M. Ngafferson, qui est kidnappé. Évidemment qu'il y aura
paiement de rançon. Mais le gouvernement, aucun gouvernement au monde ne vous dira qu'il a payé. Sur cette situation. Oui. Payer des rançons, c'est alimenter à nouveau l'industrie du mal. Oui. Ça c'est clair. Hein. Dans tous les cas de figure, parlant de la géostratégie du terrorisme, payer des rançons, c'est alimenter encore la menace, hein, permettre qu'elle puisse se mouvoir, qu'elle ait de l'argent pour pouvoir s'autofinancer. C'est une réalité. Mais également, ne pas payer la rançon, c'est également mettre à risque ceux qui sont détenus par la menace en question. Vous voyez un peu par les ravisseurs. Donc il faut trouver la vraie mesure. D'abord le juste milieu, le renseignement. Je vous ai parlé de la vitesse d'exécution en une semaine. On prend à gauche, à droite. Et comment est-ce qu'on n'a pas su? C'est vrai que c'est peut-être complexe. Nous, on ne parle pas en expert. Je ne suis pas expert des questions de sécurité ou militaire. Je suis journaliste. Donc, c'est avec un peu de retenue que je m'exprime. Mais sur la base des faits culturels que je peux avoir par rapport à ce que nous avons aussi appris des autres pays et même du nôtre. Donc, il y a un travail à faire sur le plan du renseignement, surtout. Il faut parce que j'ai l'impression que la population est un peu abandonnée. Il y a des déplacés, des gens qui ont reculé vers Douala, Yaoundé, Bafoussam et autres, qui sont quittés ces zones-là, qui peut-être ici se sentent un peu plus en sécurité. Il y a ces populations qui sont restées sur place, qu'on doit pouvoir sécuriser également. Et comment on réussit à sécuriser ces populations-là? C'est en tenant quand même le renseignement. 15 étudiants, une équipe de football, franchement, je sais pas, au moment où ça se passe, c'est à Boya, c'est pas en périphérie de Boya, c'est bel et bien à Boya. Alors quand ça se passe en plein cœur de Boya, je me demande si les éléments de sécurité ne sont pas en plein cœur de Boya. Je sais pas, où on envoyait tout le monde en périphérie, je sais pas où il y a les villages. Hein. Est-ce qu'il y a personne à Boya pour sécuriser? C'est des questions qu'on peut se poser tout bêtement, étant très loin du théâtre des opérations. Mais pas en termes de légitimité, mais en termes d'opérationnalité, c'est-à-dire quand les forces de sécurité agissent, il est normal qu'on puisse payer, pour une raison ou pour une autre, payer une rançon. Hein. Ça dépend de la négociation avec l'ennemi. Ça dépend de l'objectif à atteindre. Ça dépend également des individus qui ont été enlevés. Ça dépend également du type d'individu. Le montant, non, écoutez, les montants, j'en sais rien, mais au niveau du choix fait par la menace, je préfère l'appeler ainsi, la menace qui décide d'enlever des joueurs de football ou d'enlever telle ou telle personnalité, j'ai l'impression que cette menace tâtonne sur le choix. Aujourd'hui, c'est un entraîneur qu'on relâche l'après-midi, après on dit non, apparemment, il faut qu'on cherche plutôt quelqu'un d'autre, ou alors on cherche 15 joueurs, et après c'est un sous-préfet, après, ils sont pas dans un construit normal, stratégique, hein. On prend tout ce qui vient, juste pour embêter et mettre à mal le gouvernement et terroriser la population. Donc c'est une sorte d'asymétrie, hein, qui s'établit de ce côté-là. Mais je pense aussi que gérer une menace asymétrique n'a jamais été facile. Hein, il faut le dire. Dans le cas de Boko Haram, on a vu, c'était compliqué. Dans ce cas aussi, c'est très compliqué. Ok, on va sortir avec ce phénomène de trans. On l'a vu dans la région du Nord. On a vu le gouverneur de la région du Nord, M. Abaté, dit chaque fois, on parle de phénomène de trans dans les établissements et l'accusé, le coupable numéro 1, c'est le chef d'établissement. Comment comprendre ça? Vous, le sociologue, j'interroge le sociologue. En effet. Si ce n'est pas le directeur d'école, c'est le proviseur, c'est le directeur du CS. Pourquoi toujours les chefs d'établissement? En fait, lorsque l'on voit, l'on observe le phénomène des trans, individuel ou bien collectif, la première image qui est représentative, parce qu'on est là dans la dialectique des représentations sociales que les individus peuvent cataloguer à tel ou bien à tel, le paradigme de la culpabilité d'autrui, autrui étant ainsi le chef d'établissement ou bien le directeur d'école, qui est étiqueté négativement ou bien de façon péjorative. On a donc l'impression que c'est le chef d'établissement qui est le responsable du mal. Mais je pense que les trans constituent un phénomène social qui nécessite de convoquer un ensemble de déterminants dans l'environnement psychosocial. Parce que les trans ne dépendent pas seulement de l'environnement social, mais de l'environnement psychosocial. Parce qu'il faut tenir compte de l'environnement socio-éducatif dans lequel l'individu ou bien les élèves, la progéniture scolaire, assistent justement à un ensemble de situations. Parce que les situations de pression scolaire, les situations de pression permanente que l'on peut davantage vivre, il ne faut pas seulement se focaliser sur l'aspect spontané que l'on a constaté par rapport aux réactions émotives et personnelles des élèves. Mais encore faut-il savoir dans quel vécu quotidien ces élèves-là sont justement intégrés. À quoi ont-ils été justement confrontés?
quelle situation? Parce que moi j'essaie un peu d'analyser les trans en fonction de ce que nous avons vécu à Douala, Yaoundé ou bien dans d'autres localités. Mais aujourd'hui on vit maintenant ce phénomène dans la partie septentrionale, notamment dans la région du Nord. Oui. Peut-être qu'il présente également d'autres nouvelles identités par rapport à l'expérimentation de ce phénomène. Je pense qu'à ce niveau, lorsqu'il y a des situations qui sont marquées essentiellement par des pressions en milieu scolaire, des situations qui sont marquées par le stress permanent ou bien l'angoisse existentielle ou bien encore une forme de dépression liée par exemple à une situation déterminée créée par peut-être un enseignant ou bien un chef d'établissement, il faut analyser cela. Ça dépend également de ce que l'élève a également vécu peut-être dans l'environnement familial. Parce qu'on peut confronter l'environnement familial à l'environnement socio-éducatif qui est constaté. Ok, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, JPT. Merci, Aloïs Parfevo. Merci, Serge Bicoy. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro Equinoxois, le 4e de la semaine, de diffusion 23h GMT. Il sera minuit à Mungue, Govayan. Nous sommes à Lolodorf, département. Nous sommes dans le département de l'Océan, région du Sud.